Je vous salue, chers amis, chers frères et sœurs, quel que soit le lieu de votre résidence. Je reviens sur la série de vidéos qui concerne l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Je vous conseille de regarder toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. C'est une série de vidéos qui justement a trait à cet ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Je ne me contente pas de lire, mais je fais un commentaire de ce qui est dit dans cet ouvrage-là. Alors donc nous reprenons justement le commentaire de cet ouvrage-là. Alors il écrit concernant justement la région des Balkans. Les craintes éprouvées à l'égard de la Russie ont aussi amené les États d'Asie centrale à développer la coopération régionale. L'Union économique d'Asie centrale, constituée en janvier 1993, qui était au départ proche de l'inertie, s'est progressivement mise en branle. Même le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, à l'origine ardent défenseur d'une nouvelle Union eurasienne, s'est progressivement rangé à l'idée d'une coopération plus étroite en Asie centrale, d'un renforcement de la coopération militaire entre les États de la région, d'un soutien aux efforts déployés par l'Azerbaïdjan pour faire passer les pétroles de la mer Caspienne et du Kazakhstan par la Turquie, et d'une opposition collective aux efforts russes et iraniens visant à empêcher la division sectorielle du plateau continental de la mer Caspienne et des ressources en minerais des États côtiers. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une crainte vis-à-vis de la Russie? Est-ce parce que la Russie était, disons, l'État le plus puissant au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques? Mais c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques qui a eu une politique aussi impérialiste vis-à-vis des États qui faisaient partie du pacte de Varsovie. Voilà. On se souvient des interventions en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. De l'URSS à travers le pacte de Varsovie. L'URSS à travers le pacte de Varsovie, entre guillemets, mettait au pas les États qui pouvaient avoir, je peux dire, des relents, de vouloir quitter le système socialiste, le système communiste. Vous voyez. Mais on le voit ici, tout se passe comme si on veut reporter les méfaits de l'Union des républiques socialistes soviétiques sur la Fédération de Russie. Et ça fait problème. Ça fait problème. Or, l'Union eurasienne qui est proposée, mais ça concerne, c'est le bien de toutes les régions, de tous les pays qui font partie de cette région. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Russie, à la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie n'avait même pas les moyens d'exercer une quelconque coercition sur ces autres États qui auparavant ont fait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. La Russie elle-même était dans un état difficile, avec un président, notamment Boris Yeltsin, incapable de gérer l'État comme il faut. Voilà, c'était ça le problème. Donc donc la Russie ne pouvait pas exercer une quelconque politique impérialiste vis-à-vis des autres, puisque la Russie elle-même était affaiblie. C'est ça les faits. Bien que les gouvernements de la région soient en général autoritaires, bon, quel gouvernement n'est pas autoritaire? On donne une autorité au gouvernement. On dit les autorités. Mais il veut prétendre que ces gouvernements-là sont des dictatures, sans preuve. Non. C'est avant tout à la réconciliation de leurs principaux dirigeants que l'on doit cette évolution. Bon. La froideur bien connue des relations entre les présidents du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, mésentente dont ils ne manquaient pas de faire part à leurs visiteurs étrangers, avait au départ aidé le Kremlin à dresser ces États les uns contre les autres. Bon, ça je ne pense pas. Je vous ai dit que la Russie même était en difficulté. L'État russe était en difficulté. Il y avait des contradictions internes.
quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est écroulée, hein, on a vu une tentative de coup d'État contre le président, celui qui a été le dernier président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il a fallu que Boris Yeltsin intervienne. Il a fallu que Boris Yeltsin intervienne pour faire échouer le coup d'État. Hein, c'est cela. Mais tous les États peuvent avoir des dissensions. Les États peuvent avoir des dissensions. Ils disent qu'ils en parlent aux étrangers. Est-ce que c'est aux États-Unis qu'ils en parlent? Là, ils n'osent pas le dire, ils parlent des étrangers. Quel étranger? Hein, ces États-là ont des mésententes. Et ils en parlent aux étrangers. Mais quel étranger? Voilà. Vers le milieu des années 90, ces trois présidents ont pris conscience du fait qu'une coopération plus étroite entre eux était essentielle pour préserver leur souveraineté nouvelle. Alors, donc c'est ça. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Ça fait problème. Ils ont alors affiché avec force publicité leur soi-disant amitié et insisté sur le fait qu'ils coordonneraient désormais leur politique extérieure. Bon, il écrit si soi-disant. C'est-à-dire que vraiment, déjà, il met un doute, Brzezinski met un doute sur cela. Est-ce parce que lui-même, il désire que ces États soient divisés? Bon, voilà le problème. Cependant, l'apparition au sein de la CEI, c'est-à-dire la communauté des États indépendants, d'une coalition informelle dirigée par l'Ukraine et l'Ouzbékistan, prônant l'idée d'un Commonwealth coopératif mais non intégré, a joué un rôle plus important encore. Ben, c'est tant mieux. Dans cette optique, l'Ukraine a signé des accords de coopération, de collaboration militaire avec l'Ouzbékistan, le Turkménistan et la Géorgie. Et en septembre 1996, les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine et de l'Ouzbékistan ont fait une déclaration hautement symbolique dans laquelle ils demandaient que les sommets de la communauté des États indépendants ne soient plus désormais présidés uniquement par la Russie, mais que leur président fasse l'objet d'une rotation. Il n'y a pas de problème. Je crois que l'exemple de l'Ukraine et de l'Ouzbékistan a eu un impact juste sur les dirigeants qui s'étaient montrés jusqu'alors respectueux des préoccupations centrales de Moscou. Le Kremlin, c'est-à-dire le siège du gouvernement de la présidence de la Russie, a certainement dû éprouver quelques inquiétudes lorsque Nazarbayev, le président du Kazakhstan, et Shevardnadze, représentant la Géorgie, ont déclaré en septembre 1996 qu'ils quitteraient la CEI si leur indépendance était menacée. Or, Shevardnadze, on sait, il a été le dernier ministre des Affaires étrangères de l'Union des républiques socialistes soviétiques. D'une manière plus générale, les États d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan, afin de contrer la CEI, ont également renforcé leurs activités dans le cadre de l'Organisation de coopération économique. Une association assez vague regroupant les États islamiques de la région, plus la Turquie, l'Iran et le Pakistan. Parce que quand en disant l'État islamique, ça prête à confusion. Un État islamique, c'est un État qui déclare que l'islam est sa religion officielle. Or, ces États n'ont pas dit cela. Et que le Coran sera la base de sa constitution. Or, ces États-là n'ont pas dit ça. Donc, on ne peut pas les appeler États islamiques. Brzezinski, en les appelant États islamiques, ça crée une confusion. Voilà. Aujourd'hui, vous connaissez l'organisation terroriste qui s'appelle l'État islamique. Ce n'est pas la même chose. On peut dire peut-être des États musulmans, en général. Son but est de développer les liens financiers et économiques entre ses membres, ainsi que les réseaux de transport entre leurs pays. Bon, ça c'est une bonne chose. Moscou a ouvertement critiqué ces initiatives, considérant à juste titre qu'elles affaiblissent le sens de l'adhésion à la CEI des États concernés. Bon. Dans le même esprit, les liens avec la Turquie et dans une moindre mesure avec l'Iran se sont resserrés. Les pays turcophones ont accepté avec
empressement les propositions que leur avait faites la Turquie d'assurer la formation militaire du nouveau corps national des officiers et la prise en charge d'environ 10 000 étudiants. Bon, quels sont les pays turcophones? C'est le Turkménistan. C'est le Turkménistan. Voilà, c'est le Turkménistan. Et peut-être dans une bonne mesure, l'Azerbaïdjan. Voilà. Mais il n'y a pas que des turcophones en Azerbaïdjan. Le 4e sommet des pays turcophones préparé avec l'aide de la Turquie, qui s'est tenu à Tachkent en octobre 1996, a été essentiellement consacré au développement des transports, des relations commerciales et à la mise en place des normes communes en matière d'éducation et d'une coopération culturelle plus étroite avec la Turquie, ce qui va de soi. Or, la Turquie est quoi? Est membre de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord. La Turquie et l'Iran ont tous deux activement aidé les nouveaux États à établir leur programme de télévision, bénéficiant ainsi d'une influence directe sur leur large audience. Bon. C'est cela. Or, on sait que ces pays-là, notamment le Tadjikistan, là, la religion musulmane la plus pratiquée là-bas, c'est celle qui est chiite. Voilà. C'est l'islam chiite. Voilà. Et les Tadjiks, en Tadjikistan, la langue qui est parlée est une langue qui est proche de la langue perse, donc de la langue qui se parle en Iran. Voilà, c'est ça. La cérémonie qui s'est déroulée en décembre 1996 à Alma-Ata, capitale du Kazakhstan, démontrait à quel point la Turquie prenait à cœur l'indépendance des États de la région. À l'occasion du 5e anniversaire de l'indépendance du Kazakhstan, le président turc Süleyman Demirel se tenait aux côtés du président Nazarbayev lors de l'inauguration de la colonne dorée haute de 28 mètres et couronnée d'un guerrier légendaire kazakh. Et puis la Miss Lâche turque chevauchant une créature aux allures de griffon. À cette occasion, le Kazakhstan a salué la Turquie qui accompagne chacun de ses pas sur la voie du développement dans le respect de son indépendance, ce à quoi les Turcs ont répondu en lui octroyant un crédit de 300 millions de dollars qui viennent s'ajouter aux investissements turcs privés qui s'élevaient déjà à environ 1,2 milliard de dollars. Bon. C'est cela. Et vous voyez que dans le conflit du Nagorno-Karabakh, le Kazakhstan a le soutien de la Turquie. Voilà. C'est une affaire de fraternité, de culture et d'origine. Ni la Turquie ni l'Iran ne disposent de moyens suffisants pour ôter à la Russie toute influence régionale. Et pourtant, la Russie n'empêche pas ses influences régionales. Elle n'empêche pas l'influence de la Turquie au Kazakhstan. Elle n'empêche pas l'influence de l'Iran au Tadjikistan. Donc, voilà le problème. Voilà. Vraiment, il est très soupçonneux vis-à-vis de la Russie. On voit déjà l'hostilité de Brzezinski vis-à-vis de la Russie. Cela se sent dans son écrit. La Turquie et dans une bonne mesure l'Iran ont cependant renforcé la détermination et la capacité des nouveaux États à résister à la réintégration dans les rangs de leurs anciens maîtres. Ils parlent de la Russie comme d'étant de leurs anciens maîtres, ce qui est faux. Leur ancien maître à tous, c'était le Parti communiste. C'était le Parti communiste à l'intérieur de l'Union des républiques socialistes soviétiques, y compris la Russie elle-même, c'est tout. Et ceux qui ont été les secrétaires généraux du Parti communiste, tous n'étaient pas russes. Tous n'étaient pas russes. Staline n'était pas russe, il était de la Géorgie. C'était un Géorgien. Nikita Khrouchtchev n'était pas russe, il était ukrainien. Bon, il va sans dire que toutes les options peuvent être envisagées quant à l'avenir de cette région. Toutes les options peuvent être envisagées
quant à l'avenir de cette région. De quelle option il parle? C'est-à-dire de l'intrusion de l'OTAN, de l'intrusion des États-Unis. C'est de ça qu'il parle, c'est à ça qu'il fait allusion. Toutes les options peuvent être envisagées. L'une des options aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Parce qu'ils n'ont pas pensé que la Russie réagirait de cette façon-là. Bon, maintenant, il écrit maintenant, il y a un sous-chapitre qu'il a intitulé « Ni domination, ni exclusion ». Bon, on va voir ce qu'il en dit. Les conséquences géostratégiques de cette situation pour les États-Unis sont claires. L'Amérique est bien trop éloignée pour occuper une position dominante dans cette partie de l'Eurasie, mais trop puissante pour ne pas s'y engager. Mais est-ce que les États-Unis, par la famille du Shah d'Iran et tout son staff et son groupe, les États-Unis contrôlaient l'Iran? Est-ce que l'Iran est loin de ces régions-là? De choses, comment on appelle ça, du Caucase? Non. Donc ce qu'il dit ici n'est pas vrai. Les États-Unis ne sont pas si loin que ça. Et puis ils ont une base énorme en Arabie Saoudite. Alors, la Russie est trop faible pour exercer une nouvelle domination impériale sur la région ou pour en exclure d'autres concurrents, mais trop proche et trop forte pour en être elle-même exclue. Bon, effectivement, la Russie, au sortir de l'éclatement de l'URSS, était faible, ça c'est clair. Là, c'est tout. Voilà, ce petit président, la Gorbatchev, c'est lui qui a failli subir un coup d'État. Mais il a fallu Boris Yeltsin pour empêcher le coup d'État. Voilà. La Turquie et l'Iran sont suffisamment puissants pour avoir de l'influence, mais leur propre vulnérabilité pourrait empêcher la région de faire face à un danger venant du nord et des conflits internes. La Chine, quant à elle, est trop puissante pour ne pas effrayer la Russie ou les États d'Asie centrale. Mais sa présence et son dynamisme économique encouragent ces derniers à rechercher des débouchés internationaux toujours plus nombreux. Mais oui, c'est pour ça que la Chine n'a pas hésité à mettre en œuvre ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, par un investissement énorme à travers des réseaux ferroviaires, ce que la Chine a fait. Donc là, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire un pouvoir subtil, non agressif. C'est pas ce que les États-Unis font malheureusement. Les États-Unis, eux, c'est le hard power avec la force, avec les armées, avec la guerre. Comme on l'a vu en Irak, en Syrie, en Afghanistan, etc. Ils font des guerres partout. Et ça, c'est un constat. C'est malheureux, mais c'est un constat. C'est ce qu'aujourd'hui les peuples constatent de la politique des États-Unis. Détruire des États, c'est un problème. Ils ont détruit l'Iran, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit la Libye, etc. Bon, c'est un problème. Il faut que les États-Unis changent leur politique. Le principal intérêt de l'Amérique est donc de s'assurer qu'aucune puissance unique ne prenne le contrôle de cet espace géopolitique et que la communauté mondiale puisse y jouir d'un accès économique et financier illimité. Mais ces pays n'ont jamais refusé les investissements privés. Ils n'ont jamais refusé. Le pluralisme géopolitique deviendra une réalité durable uniquement lorsqu'un réseau de transport terrestre, de pipeline et de transport maritime passant par la Méditerranée et la mer d'Oman reliera directement la région aux principaux centres d'activité économique mondiale. Aussi faut-il, le principal centre d'activité économique mondiale, il pense à quoi? Sans doute, il pense à l'Union européenne. Aussi faut-il résister aux efforts que la Russie déploie afin de garder le monopole sur cet accès, car il est nuisible à la stabilité de la région. En quoi est-ce que la Russie est nuisible à la stabilité de la région? On voit déjà cette hostilité programmée de la politique américaine vis-à-vis de la Russie. Lui-même, il a dit, en cette période-là, juste après la chute de l'URSS, la Russie était faible. La Russie avait trop de contradictions internes et trop de problèmes internes. Voilà, donc c'est ça. Cette hostilité vis-à-vis de la Russie, là, c'est ça. Finalement, ils ont fini par déclarer que la Russie est leur ennemi. Bon, c'est ça. Il écrit maintenant encore une autre contradiction. Cependant, exclure la Russie de la région n'est ni souhaitable ni réalisable. Ah bon?
Ce n'est ni souhaitable ni réalisable. Pourquoi? Parce que la Russie a la bombe atomique. C'est ça. C'est une puissance, la Russie est une puissance atomique. C'est pour ça qu'il dit ça. Tout comme il n'est pas souhaitable d'attiser l'hostilité qui règne entre les nouveaux États de la région de ce pays. Bon. En réalité, la participation active de la Russie au développement de la région est indispensable à la stabilité de cette zone, dont elle peut également tirer des bénéfices économiques. Bon, voilà. On voit bien que ce que Brzezinski dit, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions. Une plus grande stabilité et une prospérité, excusez-moi, accrue au sein de la région contribuerait directement au bien-être de la Russie et donnerait un véritable sens au Commonwealth envisagé par la CEI. Alors que là, avant, il a eu un propos aussi vis-à-vis de la CEI, la communauté des États indépendants. Mais la Russie n'optera pour la coopération que lorsqu'elle abandonnera ses ambitions anachroniques. Quelles sont ces ambitions anachroniques? Oh, la Russie était simplement, au sein de l'Union des républiques soviétiques, le pays le plus puissant, c'est tout. Les États qui méritent tout le soutien possible de la part des États-Unis sont l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et l'Ukraine. Car ce sont tous les trois des pivots géopolitiques. Bon. Pourquoi l'Ukraine? Parce que l'Ukraine fait frontière avec la Russie. Pourquoi l'Azerbaïdjan? Parce que l'Azerbaïdjan a du pétrole. Pourquoi l'Ouzbékistan? Parce que l'Ouzbékistan aussi a pas mal de matières premières. En effet, le rôle de Kiev dans la région vient confirmer l'idée que l'Ukraine représente une menace pour l'évolution future de la Russie. Tout d'un coup, il dit que ça... Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Ukraine, tout d'un coup, représenterait une menace? Mais parce que c'est ce que la politique américaine a réalisé avec la révolution Maïdan, où ils ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État pour mettre le président Porochenko, qu'on disait être un pro-occidental, alors que le président, j'oublie son nom, qui avait été élu correctement, a été qualifié de pro-russe. C'est ça le problème. Dans le même temps, le Kazakhstan, en raison de son étendue, de son potentiel économique et de sa situation géographique, capitale, mérite également un soutien international prudent et surtout une assistance économique soutenue. À terme, la croissance économique du Kazakhstan pourrait aider à colmater les brèches ethniques qui rendent ce bouclier de l'Asie centrale si vulnérable aux pressions russes. Les brèches ethniques. Mais ces ethnies, pendant longtemps, ont vécu en bonne intelligence. On voit le problème. Dans cette région, les États-Unis ont des intérêts communs non seulement avec une Turquie stable aux orientations pro-occidentales, mais également avec l'Iran et la Chine. Une amélioration progressive des relations américano-iraniennes élargirait considérablement l'accès mondial à cette région et plus spécifiquement réduirait la menace imminente pesant sur la survie de l'Azerbaïdjan. Bon, il dit que les États-Unis sont éloignés. Moi, je ne dis pas autant que ça parce qu'en ce moment-là, le gouvernement qui était en Iran pendant longtemps était favorable aux États-Unis. Pourquoi alors il dit que maintenant cette région, au plan géopolitique, est important pour les États-Unis? Pourquoi? Qu'est-ce que les États-Unis vont y chercher? On voit que ce sont bien les États-Unis qui ont des visées impérialistes dans cette région. C'est ça le fait. Le soutien que la Chine a accordé aux efforts du Pakistan en Afghanistan constitue également, de ce point de vue, un élément positif dans la mesure où des relations plus étroites entre l'Afghanistan et le Pakistan rendraient l'accès international au Turkménistan plus aisé et permettrait par conséquent de consolider la situation de cet État et celle de l'Ouzbékistan, au cas où le Kazakhstan viendra à affaiblir. L'orientation
de l'évolution de la Turquie pourrait s'avérer particulièrement décisive pour l'avenir des États caucasiens. Si la Turquie se maintient sur la voie européenne et si l'Europe ne lui ferme pas ses portes, les États du Caucase sont susceptibles de graviter dans l'orbite européenne, perspective qu'ils souhaitaient vivement. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fermé la porte à la Turquie. Puisque la Turquie n'a pas pu entrer dans l'Union européenne, avec des prétextes fallacieux comme quoi c'est un pays musulman, c'est pas un pays chrétien, donc ils n'ont pas la culture européenne, que la Turquie n'a pas la culture européenne. Mais c'est les dirigeants européens même, ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Souvent, ils appartiennent à des loges maçonniques qui ne sont pas chrétiens. Donc, vraiment, le problème était faux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Oui, je vais m'arrêter là. Et nous allons poursuivre bientôt. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René. Je présentais un pan de la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier, qui est important pour comprendre actuellement ce qui se passe dans le Caucase. Voilà. La guerre en Ukraine, la guerre entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, la guerre concernant le Nagorno-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, etc. Voilà. C'est une région vraiment qui est assez difficile. Voilà. Sans compter maintenant ce qu'on voit avec la Serbie vis-à-vis du Kosovo, avec les Albanais du Kosovo, etc. C'est cela. C'est une région où vraiment il y a beaucoup de tensions. J'enseigne à l'université Philosophe, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.